Avant tout, je voudrais commencer par remercier le comité pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là. Et puis, je salue aussi tout le travail qu'ils ont dû faire pour réussir à organiser en présentiel ce congrès. Bravo à eux. Donc, j'ai la chance de vous présenter le Mitra Clip démystifié. Et c'est un topo qui m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai trouvé le sujet très, très amusant. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, évidemment, on peut déjà se poser la question de pourquoi le mythe, pourquoi le MitraClip serait un mythe. Est-ce que le cardiologue interventionnel peut être comparé à Narcisse ou à Prométhée? Est-ce que réellement on accomplit des aventures extraordinaires avec le MitraClip? Et en fait, cette question, elle est quand même légitime dans une certaine mesure. C'est-à-dire que il faut se rappeler d'où vient le MitraClip. Le MitraClip est la technique de suture bord à bord vient d'Alféry et d'Italie. Et à l'époque, ce chirurgien avait voulu faire une technique de valvuloplastie chirurgicale simplifiée. Et grâce à cette technique simplifiée, finalement juste en faisant une suture entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, eh bien, ça a pu donner naissance au MitraClip. Mais il faut voir que le premier MitraClip, à l'époque, c'était une start-up, c'était pas Abbott, c'était Livalve. Le premier MitraClip était quand même un petit peu compliqué. C'est-à-dire que vous aviez une manette où dessus il y avait beaucoup de boutons qui allaient elles-mêmes dans un dispositif avec deux manettes à l'intérieur d'un autre dispositif. Donc vous avez cette espèce de grosse usine à gaz que le cardiologue interventionnel avait pour la première fois dans ses mains, et qui n'était pas réellement facile à utiliser. Et c'est vrai qu'au début, franchement, le MitraClip, tout était compliqué. Le screening du patient, très souvent on nous disait « Ah non, la valve n'est pas compatible, on ne va pas pouvoir grasper ». L'installation du patient en salle était compliquée, avec notamment les anesthésistes qui considéraient au début que c'était presque une CEC, donc il fallait que le patient soit techniqué comme s'il allait avoir la poitrine ouverte. Donc c'était assez difficile. Le dialogue avec l'échographiste aussi était compliqué, parce que clairement on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas l'habitude des interactions qu'on a aujourd'hui. On ne situait pas le cœur de la même manière, on parlait de parois latérales, postérieures, médiales, etc. Au début, c'était assez difficile et on ne comprenait pas. Et puis aussi le matériel, la préparation du matériel. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder une fois la vidéo de 20 minutes qui vous expliquait comment le matériel se préparait. Et évidemment, tout ça, ça a participé à créer la légende du MitraClip et à faire croire que c'était quelque chose qui était compliqué. Mais 20 minutes de préparation, c'est pas du tout le cas. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès. Je vais vous montrer à travers ces quelques slides pourquoi comment tous ces points ont été améliorés les uns après les autres. Concernant le screening, on a tous utilisé ce tableau-là, initialement, pour essayer de situer nos patients et voir si on pouvait ou non faire un MitraClip. Et finalement, ce tableau est devenu obsolète et il n'y a quasiment plus de contre-indications pour les MitraClips. C'est rarissime qu'on vous dise le clip, ce patient-là n'est pas clippable. Pourquoi? Parce que maintenant, à l'époque, on vous disait si vous aviez des calcifications, c'est un problème. Aujourd'hui, on se dit la calcification, ça peut être un problème, mais en clippant juste à côté, on peut obtenir des bons résultats. La longueur du leaflet, on peut aller chercher l'anneau. Pour ce qui est des surfaces valvulaires qui sont un peu petites, une valve qui est suffisamment souple, pas restrictive, même si vous avez des petites surfaces, vous pouvez aller clipper. Et en fait, à l'époque, pourquoi on n'allait pas clipper? C'est parce qu'on avait peur de l'échec. Parce que c'était une technique qui était débutante et qu'on ne voulait pas tuer la technique, et donc on avait besoin d'avoir des bons résultats. Aujourd'hui, tenter un MitraClip en se disant que de toute manière, c'est une valve qui n'est pas soit c'est un patient qui n'est pas opérable, soit c'est une valve qui n'est pas réparable, aller faire un MitraClip en vue soit de destination therapy, soit d'un bridge vers une chirurgie, si le MitraClip n'a pas marché, c'est quelque chose qui aujourd'hui est entendable. Donc on va beaucoup plus loin. Et il y a aussi un point que je me suis rendu compte en faisant ce topo, c'est que l'anesthésie se passionne aussi pour le MitraClip, figurez-vous. Il y a dans les papiers d'anesthésie, vous regardez, et en fait, c'est une technique qui pour eux est challenging, parce qu'il s'agit de patients fragiles, qui doivent avoir une anesthésie générale, avec une sédation quand même assez profonde, mais un réveil qui doit être rapide, des conditions de charge qui vont être modifiées pendant la procédure, des ventilations aussi qu'il va falloir ajuster, éventuellement de la striadine. Donc tout ça, c'est des points qui sont assez finalement intéressants pour l'anesthésiste. Pour ce qui est de l'installation, au début, on était très nombreux en salle. Et puis finalement, on a réussi à simplifier. La place de l'échographiste aussi a été modifiée. Au début, il nous tournait un petit peu le dos, on ne savait pas trop où le mettre, il y avait l'anesthésiste à la tête, c'était compliqué. Et puis en plus, en termes de radioprotection, ils en prenaient plein. Et puis finalement, on a réussi à trouver des moyens pour les installer de manière à qu'ils soient en interaction avec nous le plus possible, qu'ils aient un repère aussi de la scopie, ce qui leur permet d'avoir une interaction beaucoup plus rapide et du coup, une coordination entre les mouvements
entre les coupes échographiques et le geste technique. Parce qu'il faut dire qu'au tout début, franchement, moi, je me sentais, mon premier clip, je suis sorti du premier clip, je me sentais là. C'est-à-dire que j'avais l'impression, j'avais le proctor qui me disait fais du plus, fais du moins, fais ci, fais ça. J'avais l'échographiste qui me disait antérieur, postérieur. J'avais vraiment l'impression d'être une marionnette. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on a vraiment un dialogue et l'échographiste, il va plus être là pour nous dire fais du plus, fais du moins, fais de l'antérieur, fais du postérieur. On est là pour discuter de stratégie, pour dire ce patient-là, il va avoir besoin d'un clip, deux clips, quel clip. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de clips maintenant. Par où on commence à clipper, partie latérale, partie médiale, etc. Donc il y a une vraie stratégie, et je ne vais pas pu vous résister aussi de vous montrer cette petite photo. Vous voyez Anne Bernard, qui est échographiste avec nous, et qui de temps en temps, d'ailleurs, s'habille sur les clips. Donc il y a même aussi des échanges de rôles, et donc un vrai travail d'équipe qui est né. Pour ce qui est du matériel, le matériel a changé à la fois sur le clip, à la fois sur le transseptal. Vous avez la BRK qui, à mon avis, est une aiguille qui a fait son temps. Aujourd'hui, sur les Mitra Clip, vous avez des outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et de gagner encore du temps et donc de device time. Là, vous aviez un patient qui avait été multi-opéré, avec un septum, vous voyez la courbure du cathéter qui est complètement atypique et une ponction qui finalement a été extrêmement rapide, extrêmement facile. Donc le transseptal a aussi été amélioré. Pour ce qui est du clip, on en est aujourd'hui à la 4e génération. On voit qu'il y a une accélération, les évolutions s'enchaînent. La dernière date de 2020, il y avait une évolution tous les 2 ans, donc normalement on devrait avoir une évolution bientôt, j'espère. Donc aujourd'hui, les clips sont différents, les bras sont plus longs, les bras sont aussi plus larges, ce qui permet d'attraper plus de feuillets. On peut s'attaquer à des anatomies plus complexes comme le Barlow, etc. Donc réellement, on a fait de gros progrès, et ce qui nous permet de traiter, il y a plus de 100 000 patients qui ont été traités dans le monde, avec des device time qui maintenant sont largement en dessous d'1 heure. Je vous propose de juste vous montrer 2 cas cliniques qui montrent à quel point la technique est maintenant simplifiée. Alors le premier, c'est un petit peu un mouton à 5 pattes. C'est un patient qui avait 79 ans, qui avait déjà eu un remplacement valvulaire aortique en 99, un rédux en 2011 avec une annuloplastie mitrale, et puis finalement une désinsertion complète de l'anneau mitral avec, vous voyez, la valve qui apparaît derrière. Et donc ça, franchement, il y a encore 2 ans, c'était inenvisageable d'aller le clipper. Et en se disant que peut-être avec le grasping indépendant, on pouvait aller chercher le feuillet postérieur et aller chercher dans un deuxième temps le feuillet antérieur. Et en fait, ça a été faisable. Donc vous voyez que aujourd'hui, la seule chose qu'on peut avoir peur, c'est de l'échec. Et encore, ça ne nous fait plus réellement peur, parce qu'un échec, avec un Mitra Clip qui est une procédure assez sûre, l'échec n'est pas grévé d'une surmortalité. Donc, en fait, vous voyez, là, pour ce patient-là, on a pu descendre le clip. Sous striadine, on a été chercher le feuillet antérieur, on avait déjà attrapé le feuillet postérieur, donc là, l'arrêt est assez prolongé. Et on réussit comme ça à grasper le feuillet antérieur. On va aller chercher un deuxième... on va positionner un deuxième clip et on va avoir un résultat qui va être assez bon pour ce patient, avec une fuite qui est nettement réduite et un bénéfice clinique qui est important. Donc ça, c'est typiquement le genre de cas, avant le grasping indépendant, qui était impossible. Un autre cas de figure qui ne posait pas de problème technique, mais c'est juste pour vous montrer aussi à quel point on a modifié nos prises en charge, c'est que cette patiente-là avait 53 ans, hospitalisée dans l'hôpital périphérique en choc cardiogénique suite à un idème antérieur compliqué d'une IM fonctionnelle. Elle avait fait les complications de réanimation avec les pneumopathies acquises, et en plus, malheureusement, elle avait une histoire carcinologique qui était en cours de bilan. Et donc, devant les échecs d'extubation, ils nous ont proposé initialement la chirurgie. Les chirurgiens nous ont dit, c'est pas raisonnable, est-ce que vous ne pouvez pas la clipper par hasard? Et oui, on l'a pu la clipper, et pour la petite histoire, c'était le 12 novembre, donc sur un pont. On avait fait nos TAVI et on a enchaîné sur un Mitra Clip en urgence. Donc la logistique, elle aussi, est beaucoup plus facile. La réactivité de l'équipe est bien meilleure. Donc pour cette patiente-là, le résultat avait été largement satisfaisant et avait pu permettre à la patiente de continuer sa prise en charge. Donc vous voyez que finalement, on a amélioré absolument toute la filière Mitra Clip, que ce soit pré, per ou post-procédure, de manière à aujourd'hui pouvoir dire que le Mitra Clip n'est plus un mythe. Je dirais que le Mitra Clip d'ailleurs est devenu réalité. On a fait plus de 100 000 cas traités dans le monde. On a des centres qui sont maintenant à haut volume, avec du coup une expérience qui est vraiment croissante. La technique est sûre et efficace, avec des clips qui sont sur mesure, ce qui veut dire que maintenant, on fait vraiment comme le TAVI, où on fait du TAVI à la carte. Le Mitra Clip devient aussi le Mitra Clip à la carte, le bon clip pour le bon patient.
Et donc, tout ça permet d'ouvrir encore les indications. Donc aujourd'hui, je pense vraiment que le MitraClip est vraiment dans la réalité, ce n'est plus un mythe. Et donc, il y a peu de chances de voir un jour un tableau comme ça dans un musée. Je vous remercie de votre attention.